9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, en ce 8 mai. Évidemment, on commémore le 8 mai 45. Ça nous ramène à une histoire qui est assez incroyable. Elle est connue par certains, mais pas tous quand même. C'est une photo, l'histoire secrète du document qui aurait pu bouleverser la 5e République. La photo, c'est le maréchal Pétain avec François Mitterrand. C'est Patrice Duhamel qui nous raconte tout ça dans un livre, La photo, aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Patrice Duhamel. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour aborder ça. Alors, on va revenir quand même sur cette photo qui a été immortalisée, qui a été à un moment donné mise de côté, cachée, etc. Oui, pendant 52 ans. Pendant 52 ans. Rappelons de quand elle date, donc, cette photo. 15 octobre 42, François Mitterrand, donc la photo est prise dans le QG de Pétain à Vichy, à l'hôtel du Parc, où il a à la fois ses appartements et puis ses bureaux, ses salles de réunion, etc. Mitterrand est à Vichy depuis le début de l'année, janvier, donc depuis une dizaine de mois. Pour recontextualiser, c'est quand même 3 mois après la rafle du Veldiv, il y a eu les lois anti-juives 40-41, etc. Et c'est une période. Alors Mitterrand, quand il est arrivé, il a d'abord été contractuel dans l'administration de Vichy, plutôt documentaliste. Et puis là, en octobre, il est dans des organisations qui s'occupent des prisonniers. Voilà, c'est ça. Et c'est à ce titre qu'il est reçu par le maréchal Pétain. Ça dure une vingtaine de minutes. Donc voilà, il dira lui-même après c'est 20 minutes avec à l'hôtel du Parc avec Pétain, etc. Voilà. Et il est à ce moment-là sincèrement pétainiste. Alors. Comment vous pouvez l'affirmer ça ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, etc. C'est très documenté. La photo, elle apparaît pour la première fois publiquement en couverture du livre de Pierre Péan en 94, donc il y a 31 ans. Qui s'appelait Une jeunesse française, qui est un livre formidable où il décortique vraiment dans le détail extrêmement bien documenté avec les témoignages de tous les côtés le parcours chaotique de Mitterrand sous l'occupation, c'est-à-dire sincèrement pétainiste puis sincèrement résistant. Ce qu'on appelle les vichistos-résistants. C'est les historiens maintenant et Mitterrand d'une certaine manière incarne. Et ce que vous racontez, c'est que effectivement Mitterrand, quand il est à Vichy, il espère en fait voir le maréchal Pétain, justement. Oui. Bien sûr, c'est pas du hasard, quoi, cette photo. Vous me demandiez à juste titre comment je pouvais dire qu'il était pétainiste. Il écrit par exemple, et je reprends cette lettre. Dans mon livre, il dit j'ai vu le maréchal Pétain au théâtre, quel vieillard magnifique, une statue de marbre, etc. Le pétainisme, il y a le maréchalisme. Au début de la guerre, une grande majorité de Français sont maréchalistes. C'est un attachement à la personne du maréchal. Le souvenir de Verdun, de la Première Guerre, etc. Le pétainisme, c'est autre chose. C'est que ça veut dire qu'on adhère à tout ou partie de ce qu'on appelait la Révolution nationale. Alors Mitterrand, pour être clair, n'est pas antisémite, alors que la Révolution nationale porte l'antisémitisme. Bien entendu, il n'est pas non plus xénophobe. Il est anti-allemand, mais en revanche. Sur tout ce qui est ordre moral dans la Révolution nationale, il l'adhère. Il vient d'une famille, son parcours familial, ses droites, voire extrême droite, proche d'un certain nombre de mouvements avant la guerre, qui sont très 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 à droite. Je sais pas ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, mais enfin clairement très à droite. Donc il est pétainiste. Il commence à ce moment-là à fabriquer des faux papiers pour les prisonniers. Et c'est vers quelques mois plus tard, février-mars 43, que là, il va rompre avec Vichy et rentrer dans des réseaux de résistance active. C'est ce que, et à ce moment-là, il s'appellera Morland.
Voilà. Oui. Et sur cette période, bien sûr, à Vichy, on le sent à travers votre livre et beaucoup de témoignages et puis votre récit qu'il voulait approcher en fait au plus près quand même de ce que je dis. En fait, il voulait rencontrer le maréchal Pétain et toute cette administration française qui était là-bas, quoi. Oui, il a à ce moment-là, le 15 octobre 42, il a 26 ans. Pétain en a 86, donc il y a 3 générations qui les séparent. Mais il est déjà, et dès son arrivée à Vichy en 42, après qu'il se soit évadé du Stalag, puisqu'il avait été prisonnier par les Allemands en 40, et il est déjà clairement, de tous les témoignages des gens qui l'ont croisé à Vichy, il est déjà ce qui sera pendant toute sa vie politique, publique, charismatique, ambitieux, opportuniste, parce que on peut se poser la question. Il est fait prisonnier. 2 tentatives d'évasion courageuses qui ne marchent pas. Il est repris. La 3e, tout aussi courageuse, elle réussit. Il va avoir un certain nombre de gens à travers la France. Il passe la ligne de débarcation. Il va voir sa famille à Jarnac. Et là, alors il a des recommandations familiales, il va à Vichy. Oui, c'est comme ça, c'est sur des recommandations qu'il réussit à aller en fait. Il y en a d'autres qui sont allés à Londres, il y en a qui sont allés à Alger, et il y en a beaucoup qui sont restés chez eux. Bon, déjà le fait de choisir d'aller à Vichy... Il n'a pas fait que de passer à Vichy, il est resté, ce que vous dites, quelques mois. Non, il reste plus d'1 an. Plus d'un an, oui. Il arrive en janvier 42 et jusqu'en début 43. Mais c'est vraisemblablement... Il y a les faits, et puis il y a les analyses qu'on peut en retirer. C'est une forme de l'ambition, l'expression de l'ambition, et d'une forme d'opportunisme. Ce qui est étrange dans cette photo, alors il y a beaucoup de choses étranges dans cette photo, et ce qui font qu'il a toujours cherché à ce qu'elle ne sorte pas. Oui. Parce qu'il savait qu'elle existait. Oui, forcément, il y a le photographe qui est juste à côté, qui est un militaire qui est très proche de Pétain, qui prend la photo. Voilà, et puis c'était même, il le souhaitait qu'il y ait cette photo, clairement. Mais après, il comprendra bien entendu qu'il vaut mieux pas qu'elle sorte. Mais il y a plusieurs personnes, depuis le livre est sorti, il y a 1 mois à peu près, qui me disent, oui, on a toujours dit que Mitterrand était visionnaire, etc. Mais moi, ça m'est arrivé de le dire dans des analyses, quand il était président ou avant, etc. Mais c'est pas, à cette époque-là, moi, je pense qu'il prend un risque majeur quand même. Les Alliés, les États-Unis sont rentrés dans la guerre en décembre 41. Oui, c'est vrai que c'est un peu tard. Il y a eu la rafle du Veldiv, les lois anti-juives, c'est le premier bilan de Pétain et de Vichy, c'est quand même absolument effrayant, quoi. Mais franchement effrayant. Et pourquoi est-ce qu'il prend ce risque-là ? Alors après, il y aura la fameuse décoration de la Francisque. Ça sera connu d'ailleurs. Tout au long de la 4e République, on parlera de la Francisque de François Mitterrand. Alors, sur la Francisque, il y a deux thèses que je présente d'ailleurs dans le livre. Il y a la thèse, il était content de l'avoir parce que c'est Pétain qui lui remettait. La photo, c'est pas la Francisque. Non, c'est pas la photo. Voilà, c'est une poignée de main où il vient présenter son association, justement pour la libération des prisonniers. Il y en a d'autres qui disent, qui sont tout aussi convaincants, la Francisque en 43, il aura un peu comme une couverture, parce que ça lui permet d'avoir une forme de liberté dans tout ce milieu-là, et de pouvoir mener ses activités en même temps de résistant. Le seul problème, c'est que pour avoir la Francisque, et il y en a eu d'autres qui ont eu la Francisque, il y a Pinet, futur président du Conseil, etc. Mais il faut 2 parrains pour avoir la Francisque. Et lui, ces 2 parrains, c'est quand même pas terrible. Il y en a un qui est, on dirait aujourd'hui, attaché de presse de Pétain, donc qui est vraiment dans le premier cercle. Et il y en a un autre qui est un des fondateurs de la cagoule, quand même, qui s'appelle Gabriel Janté, qui est quand même un personnage terrifiant, quoi. Terrifiant. Avec un CV, épouvantable. Donc, mais tout ça, c'est... Alors, je sais qu'il y a les mitterrandistes proches ne sont pas contents de ce que je dis là-dessus, du livre et de commentaires que je peux faire, et d'autres qui trouvent le livre... C'est très factuel quand même aussi. Il y a du commentaire, mais c'est factuel dans ce que vous dites, quoi. Il y en a d'autres aussi qui trouvent que le livre est intéressant, etc. C'est un document. Mais
C'est un peu le symbole. Cette photo, c'est un peu le symbole de Mitterrand, c'est-à-dire de son parcours très. Voilà, c'était un homme qui cloisonnait tout. Il a continué à le faire pendant ses 14 ans à l'Élysée. Une forme de. Alors on disait Florentin, ambigu. Tout le monde disait ça, même ses proches. Mais le livre, quand il sort, le livre de Péan, avec cette photo qui frappe la France, mais aussi le monde entier. Parce qu'une photo comme ça, c'est quand même terrible, quoi. Il y a tout dans cette photo. C'est quand même ce culte du secret qui fait que pendant 52 ans, il fait tout. Alors c'est documenté dans le livre. Il y a une archive, par exemple, que j'ai retrouvée aux Archives nationales de 92 où on lui fait passer le message à l'Élysée. Attention, il y a la photo, une photo qui va sortir, etc. Il a un de ses anciens camarades qui fait un livre de mémoire qui lui demande de faire une préface que Mitterrand va faire, mais qui lui dit est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait la photo qu'il avait lui, ce camarade qu'il avait gardé. Et Mitterrand dit non, enfin l'Élysée dit non, pas du tout. Voilà, la photo elle sortira, mais après le livre de Péan. Donc il fait tout dans cette période qui est quand même très longue pour que cette photo ne sorte pas. Oui, et ce qui est assez exceptionnel, et c'est aussi le récit que vous faites dans ce livre, la photo, c'est que à plusieurs reprises, cette photo aurait pu être publiée et aurait pu changer évidemment la Ve République. C'est ce que nous voyons dans un instant avec vous, Patrice Duhamel. Vous êtes avec nous ce matin dans La Vérité en face jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. On commémore le 8 mai 45. Ça nous ramène à une histoire assez incroyable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette photo prise à Vichy, à l'hôtel du Parc, le maréchal Pétain qui reçoit un jeune homme de 26 ans. Entre autres, c'est François Mitterrand. Et cette photo, alors qui a été évidemment publiée par Péan, donc en 94. Mais Patrice Duhamel, vous êtes avec nous. Vous nous racontez quand même que c'est assez incroyable parce que si cette photo avait été publiée auparavant, elle aurait peut-être pu changer, bouleverser la Ve République. Parce que les présidents successifs, ensuite, avaient connaissance de cette photo. De Gaulle, Pompidou, Giscard. D'abord De Gaulle, parce qu'il en a connaissance. C'est ça, vous racontez très très bien. De Gaulle, son ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle Roger Frey, qui est très proche du général. 10 jours avant le premier tour de la première élection présidentielle au suffrage universel, fin novembre 65. Voilà, absolument. Donc on est 23 ans après la photo. Et on lui dit, Frey et il y a aussi le ministre de l'Information de l'époque, Alain Perfit, lui disent bon, général, vous êtes attaqué de toutes parts, vous ne faites pas campagne, parce que De Gaulle voulait pas faire campagne. Il a fait campagne entre les deux tours, mais avant le premier tour, il voulait même pas utiliser la campagne officielle à la télévision. Il considérait qu'il était au-dessus de ça. Il disait à Perfit mais vous voulez que j'aille me montrer en pyjama aux Français, que j'arrive en disant bonjour, je m'appelle Charles de Gaulle. Enfin bon, voilà. Et donc on lui montre cette photo. On lui montre la photo de son adversaire, quoi, voilà, François Mitterrand. Et, il sait que si cette photo sort, ça va être un séisme absolu. Parce qu'à ce moment-là, on est 20 ans après la fin de la guerre. On est encore dans tout ce qui ressort de ce qui a bouleversé toutes les familles françaises, toute la société française, etc. Et il regarde la photo. C'est Alain Perfit qui l'a raconté dans un livre qui a été confirmé par tous les acteurs de la période qui étaient au courant. Il dit oui, je sais, François Mitterrand est une arsouille. Alors c'est l'argot de l'époque, ça veut dire un voyou. Deuxièmement, je ne ferai pas la politique des boules puantes. Et troisièmement, cette phrase inouïe que je trouve inouïe. Je sais pas comment vous la trouvez, Patrick Roger, mais c'est une phrase extraordinaire. Il dit imaginez qu'un jour, on est en 65, donc 16 ans avant 81. Imaginez qu'un jour François Mitterrand soit président de la République. Je ne veux pas affaiblir la fonction présidentielle. On n'est même pas dans le gaullisme, là, on est dans le gaullien puissance 10. C'est une hauteur de vue. Est-ce que vous pensez parce qu'il le méprise, hein. Oui. Mais ça veut dire, mais cette phrase aussi veut dire que Mitterrand l'intéresse quelque part. Le fait qu'il imagine Mitterrand puisse être élu président de la République, c'est quand même, ça veut dire que, voilà, il le méprise, mais il lui trouve, il pense qu'il a quelque chose.
C'est ça que je trouve. Donc du coup, et donc la photo ne sort pas. Il dit la photo ne sort pas. Ouais. Cette photo qui existait, qui était toujours là, quoi. Même si après on a voulu la cacher en fait à quelques reprises. Hein, cette photo. Oui. Alors après il y a Pompidou. Alors lui c'est un peu particulier parce qu'il n'a pas fait de résistance active. Oui. Il l'a tout à fait assumé d'ailleurs dans un livre. Il expliquera pourquoi. Mais il y a la jurisprudence de Gaulle. Ouais. Il savait, de Gaulle lui avait pas montré la photo, il l'aura d'une manière différente, mais il lui en avait parlé, il lui avait dit voilà pourquoi je ne voulais pas que cette photo sorte. Il l'a pas consulté à ce moment-là. Et Pompidou, c'est une scène intéressante que je raconte. On est fin 72. Donc là, c'est 30 ans après le 15 octobre 42. À l'Élysée, il y a les élections législatives 3 mois plus tard, qui s'annoncent difficiles pour la majorité de l'époque. Il veut un témoin quand il prend sa décision. Il fait venir Jacques Chirac. Qui était son jeune assistant. Donc ministre de l'Agriculture. Ministre de l'Agriculture, mais qui avait été son assistant favori. Vous racontez très bien tout ça. Qui était conseiller à Matignon et qui considérait que Pompidou était son père spirituel, etc. Et Pompidou lui-même l'avait repéré aussi. Comme étant... il a une confiance totale dans Chirac. Il le fait venir parce qu'il veut avoir un témoin. Et il montre la photo à Chirac, qui la découvre. Et ils en parlent quelques minutes, et puis au bout de ces quelques minutes, il lui dit, voyez Chirac, sous-entendu parce qu'il croit que Chirac ira très très loin, donc il s'imagine que Chirac un jour va prendre peut-être la même décision que lui. Voyez Chirac, avec ce type de document, voilà ce qu'il faut faire avant d'avoir trop envie de s'en servir. Il prend la photo, il la jette dans la cheminée. C'est une scène de Netflix, d'une certaine manière. C'est extraordinaire. Il y a un côté shakespearien. Bon. Surtout que je reprends dans le livre juste une phrase dans les jours qui vont suivre la disparition de Georges Pompidou en 74, il y aura un texte de Mitterrand, toujours très brillamment écrit, mais d'une férocité sur Pompidou absolument terrible, quelques jours après sa mort. Il ne savait pas lui-même, François Mitterrand, que Pompidou n'avait pas utilisé comme De Gaulle d'ailleurs. Voilà, ça fait partie de l'aspect un peu romanesque de toute cette histoire que je raconte. C'est-à-dire que Mitterrand ne sait pas que De Gaulle, Pompidou et Giscard avaient la photo et qu'ils décident de ne pas la sortir. Sur Chirac, peut-être qu'on y reviendra, mais je pense que ça, il devait savoir à un moment que Chirac l'avait eu, quand Chirac est son Premier ministre. Donc voilà, Pompidou, ensuite Giscard. Pourquoi Giscard qui lui a la photo en 73. De Gaulle et Pompidou lui en avaient parlé, mais ne l'avaient pas vu non plus. Il la voit, il la découvre en 73. C'est son Alors oui, il faut dire, il la découvre parce que cette photo, donc vous avez dit, elle a été jetée, etc. Alors De Gaulle et Pompidou à chaque fois disent il faut la détruire. Mais elle n'est pas détruite. Non, voilà, il y a quelques copies qui circulent, qui sont bien cachées, parce que rien ne sort. Et Pompidou, De Gaulle et Giscard disent de manière très catégorique aux personnes qui sont témoins et qui savent que cette photo existe, on a pris la décision de ne pas la sortir, donc vous n'en parlez pas. Il y a un secret absolu qui est tenu. Ça fait un peu, rêver. Ça fait un peu rêver aujourd'hui. Ah bah oui, à la lecture de ce qui se passe aujourd'hui, parce que là, il y a quand même, c'est pas une dizaine de personnes, mais sans doute un peu plus. Oui, j'évalue une quinzaine de personnes sur la période qui ont vu cette photo. Donc Giscard, à 3 moments, il se pose la question. En 74, mais la campagne est très rapide. Pompidou est mort, ça se fait en quelques semaines. Il a dans la tête les conseils que lui avait donnés John Kennedy quand il était allé le voir en 61 à Washington, qui lui avait dit faites une campagne joyeuse, associez les jeunes, le jour où vous ferez campagne, c'est ça, voilà les conseils que je peux vous donner. Donc en 74, il n'a pas envie de la sortir. En 78, je raconte dans le livre, et là je suis tombé dessus totalement par hasard, dans les archives personnelles de Michel Poniatowski, je cherchais s'il y avait des choses sur la photo, et là je tombe sur des comptes rendus, mais totalement secrets, inédits, de rencontres avec François Mitterrand, Michel Poniatowski avec François Mitterrand, en 78. Tout le monde pense que la gauche va gagner, que ça va être la première alternance, et donc la première cohabitation, et là... à travers Michel Poniatowski et avec François Mitterrand, il y a un pacte de non-agression entre Giscard et Mitterrand, c'est ce qui est là tout à fait nouveau.
et je crois que ça intéresse déjà beaucoup les historiens de cette période. En gros, Mitterrand fait passer le message à Giscard. J'appliquerai mon programme. D'ailleurs, Giscard l'avait dit lui-même dans un discours. La gauche appliquera son programme, mais je ne chercherai pas à vous gêner, et je compte sur vous pour m'aider à contenir et donc à affaiblir les communistes. Donc il y a un pacte de non-agression, et moi j'ai vécu un jeune journaliste cette période qui était idéologiquement, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais les élections de 78, c'était un moment important parce que tout le monde pensait jusqu'à 15 jours avant que la gauche allait gagner. Voilà. Et donc il y a ce pacte extraordinaire entre les deux hommes. Qui pourtant se sont combattus déjà avant, qui vont continuer à se combattre, etc. Et donc, en vertu de ce pacte qui dit qu'il n'y aura pas d'attaque personnelle, la photo ne peut pas sortir. Et c'est à cette date que vous estimez que François Mitterrand sait qu'il y avait... Non, il sait toujours pas que... Il sait toujours pas, parce que comme il y a le pacte, il ne s'en doute pas. Uniquement quand ça va sortir avec Péan, quoi. Oui, c'est ça. Oui, enfin sur Chirac, je pense que sur Chirac, il savait que Chirac avait eu la photo et ne l'avait pas utilisée. D'où dans des débats quelques petites références, quoi. Exactement. Et alors en revanche, Giscard, là, en 80. Fin 80 et début 81, là, il envisage vraiment de sortir la photo. Il est très attaqué sur les diamants. Il y a eu une polémique, le débat sur la mort de Robert Boulin, qui est au jour d'aujourd'hui toujours pas éclairci, d'ailleurs. Et là, il se dit si ils se font passer des messages. Mitterrand, notamment dans le grand face-à-face, fait dire que il va sortir des choses lourdes sur Giscard. Tout le monde pense que c'est sur l'affaire des diamants. Giscard lui fait savoir, attention, si vous sortez quelque chose, moi aussi j'ai de quoi vous gêner. J'ai une bombe, parce que moi, jeune journaliste à la fin des années 70. J'avais entendu dire de tous les côtés de l'échiquier politique, il y a une bombe politique sur Mitterrand. Et début 81, quand j'ai su que Mitterrand avait une fille cachée, Mazarine, j'ai pensé que c'était ça la bombe. Et ben non, la bombe c'était cette photo. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Il y a, c'est lors d'un débat, je crois, une petite référence en 74. En 74 de Giscard sur Clermont-Ferrand. Vous connaissez bien Clermont-Ferrand, je crois. Et c'était une allusion à Mazarine, à la famille de Dan Pinjot, qui est de Clermont-Ferrand. Oui, absolument. Mais c'était pas il y a que les initiés qui avaient compris. Et donc Giscard se pose vraiment la question. Il y a ces échanges entre guillemets de menaces, d'avertissements, attention, etc. Là, le climat est vraiment très très dur. Et là, juste, il apprend que Chirac était au courant par Pompidou de la photo. Il apprend à ce moment-là. Et comme il y a ce conflit très lourd avec Chirac, il se dit notamment que s'il sort la photo, Chirac dira oui, mais Giscard sort la photo, alors que De Gaulle et Pompidou, eux, avaient la photo et n'avaient pas voulu. Donc il y a tout ce raisonnement qui fait que la photo ne sort pas. Oui, cette fameuse photo donc de François Mitterrand qui serre la main au maréchal Pétain, 15 octobre 42, Vichy, l'hôtel du Parc, et c'est raconté dans ce livre La photo de Patrice Duhamel aux éditions de l'Observatoire. Il y a quelques leçons à tirer évidemment de cela. C'est ce que nous allons voir dans La vérité en face dans un instant jusqu'à 10h avec Patrice Duhamel, donc mon invité. 9h-10h, Sud Radio, La vérité en face, Patrick Roger. Et en ce 8 mai, on revient sur une période et sur une histoire assez incroyable que je vous disais, je vous en parlais tout à l'heure. Vichy, l'hôtel du Parc, 15 octobre 42, le maréchal Pétain qui reçoit un jeune homme de 26 ans, c'est François Mitterrand. Et il y a un photographe qui immortalise ce moment assez unique, qui n'a pas été utilisé, comme nous l'a dit Patrice Duhamel, qui est avec moi dans La vérité en face sur Sud Radio. Il n'a pas été utilisé
utilisé ni par Charles de Gaulle, ni Georges Pompidou, ni Valéry Giscard d'Estaing. Et ça va sortir après, dans les années 90. Ce qui est assez extraordinaire, c'est notamment quand on revient, par exemple, sur Charles de Gaulle, s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il se dit, attention, si jamais cet homme, c'est-à-dire François Mitterrand, devient président, ça pourrait abîmer aussi l'image du président de la République française. Oui. Et il y a autre chose derrière. Au moment où aujourd'hui on a une fragmentation, une fracture de notre vie politique, c'est que De Gaulle, il veut aussi unifier, rassembler le pays. Parce qu'il y a encore les cicatrices de la guerre, quoi, et puis de ces problèmes. Tout le monde n'était pas résistant pendant la guerre. Hein. Bien sûr. Ouais. Et c'est ça ce que j'appelle la jurisprudence de Gaulle, c'est lié à la stratégie du général. Quand il revient en 45, il veut que tout le monde soit réuni, rassemblé. Vous l'avez dit, l'unité nationale avant tout, etc. Les communistes. On oublie bien sûr le premier gouvernement. Il y a tous les partis politiques. On oublie les cicatrices. On occulte, etc. Sauf bien entendu quand les choses s'imposent et qu'il y avait des collaborateurs évidents, super actifs, etc., etc. À ce moment-là, bien entendu, ils sont arrêtés, parfois fusillé, etc., etc. Et Pétain condamné à mort, qui sera gracié et qui mourra, comme on le sait, à l'Île-Dieu. Mais l'obsession du général, c'était, si on reste dans tout ce qui a fracturé puissance 10, la société française, les familles françaises, etc., on n'y arrivera pas. Si on veut redresser la France, faut qu'il y ait tout le monde. Et donc, on oublie un certain nombre de choses. Donc, il fallait pas ressortir des dossiers, des photos compromettantes, qui auraient pu aussi déboucher sur si tout le monde avait commencé à sortir tout ce qui se savait sur Donc, c'est vraiment une obsession du général de Gaulle, et c'est ce qui fait ce qui construit cette jurisprudence, qui sera ensuite l'argument de Georges Pompidou et de Valéry Giscard d'Estaing pour ne pas non plus Et Chirac, pareil, entre 86 et 88, quand il est Premier ministre. En fait, c'est ça le gaullisme. Et aujourd'hui, on fait référence, beaucoup de partis politiques et de leaders font référence au gaullisme, c'est-à-dire de s'élever véritablement au-dessus de la mêlée, ne pas aller chercher des petites histoires. Alors, c'est pas des petites histoires, ça, parce que en l'occurrence, c'est quand même un document explosif. Qui, s'il était sorti, en fait, à l'époque, ça aurait probablement ruiné la carrière de François Mitterrand. Ça aurait au minimum considérablement affaibli François Mitterrand, et sans doute quand même, ça l'aurait, je pense, empêché d'être président de la République. Ça, je crois que il n'y a pas de. Quand je vais dans des salons du livre, c'était le cas il y a quelques jours. Il y a des gens qui viennent me faire signer le livre, et alors, je dirais. 3/4, 1/4. Il y a 3/4 qui disent si on avait su, on n'aurait pas pour les gens qui avaient voté Mitterrand. Si on avait su, on n'aurait pas voté pour Mitterrand. Et 1/4, j'ai évalué ça, qui disent oh ben non, mais ça quand même c'est intéressant, mais c'est une vieille histoire. J'aurais tiré un trait, j'aurais quand même voté pour lui. Mais il y a beaucoup de gens qui disent on vous dirait que c'est facile à dire maintenant. On est 40 ans après 80. Mais c'est sûr que ça aurait été un séisme absolu. Déjà quand le livre est sorti. Les socialistes, beaucoup de socialistes comme Lionel Jospin, Pierre Moscovici, Manuel Valls, etc., plusieurs générations ont été totalement choqués. Alors de Gaulle, on peut le mettre un petit peu hors norme, mais même ses successeurs, Pompidou, Giscard, et puis Chirac après. Il y a des choses. Il y a le combat politique. Alors, le combat politique, on le mène, de Gaulle, Pompidou, Giscard et Chirac, ils aimaient bien aussi la castagne politique. Et puis il y en a eu. Puis ils savaient attendez, si on revient à Pompidou, il y a eu quand même l'affaire Markovitch, quoi, en fait, alors aussi. Ça l'a beaucoup marqué. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il ne voulait pas sortir ce document. Dans des boules puantes, etc. L'affaire Markovitch, où sa femme était mise en cause d'une manière absolument du terme dégueulasse. Il y avait absolument rien contre elle. Oui, alors on rappelle. Pour ceux qui, elle aurait été vue dans une fête, dans les fêtes libertines, des soirées libertines. Tout ça a été organisé d'ailleurs par des gaullistes qui ne voulaient pas que Pompidou succède au général de Gaulle. Mais cette affaire il y a le Pompidou d'avant et le Pompidou d'après l'affaire Markovitch. Ça va beaucoup le durcir.
et beaucoup le marquaient. Donc à partir de là, il ne veut absolument pas rentrer dans des débats sur les attaques personnelles, etc. Ça l'a franchement traumatisé. Alors, mais cette conception, c'est la question que vous posiez légitimement, cette conception de la fonction présidentielle, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné et qui m'a aussi donné envie c'est le fil de votre livre d'ailleurs, avec beaucoup d'histoires, hein, parce que à chaque fois il y a des parenthèses autour de cette photo sur le déroulement de la Ve République, les évolutions et tout, et qui nous amène à aujourd'hui 2025. Évidemment, ça n'aurait pas pu tenir une minute, ça, aujourd'hui. Si. Alors à la fin, c'est la dernière phrase du film. Un document comme celui-là, combien de temps serait-il resté secret? Je crois que je dis un jour, une semaine, un mois. Ça serait sorti, quoi. Oui, ça serait sorti. Voilà. Et soit par les grands acteurs eux-mêmes, soit par les entourages. C'était évident. Et je sais pas comment aurait gouverné le général de Gaulle ou ses successeurs avec les réseaux sociaux, les chaînes d'information, etc. On ne pourrait pas gouverner comme on gouvernait dans les années 60-70. Bien entendu. Mais quand même, il faut pas être nostalgique. Non. Mais il y a dans l'idée qu'on se fait de la fonction présidentielle qui est au-dessus de la mêlée et qui en même temps a pour obsession, bien entendu après la guerre, mais ça se continuait avec des réussites et des échecs. Il y a des moments où la société française a été parlé de 81, il y avait vraiment deux blocs l'un contre l'autre, 48-52. Il y avait d'une certaine manière, on disait c'était un choix de société. Ouais. Mais l'obsession de rassembler... réconciliation. Voilà. C'est une réconciliation des Français entre eux, en quelque sorte aussi, avant en tout cas, dans les années 60. Et d'avoir un débat qui reste à un niveau élevé. Alors, c'est pas le sujet de livre, mais c'est... Une des conséquences qu'on peut en tirer aussi, c'est aussi la période où les présidents ne s'occupent pas de tout du matin au soir. Oui. Oui. Non, mais c'est lié aussi à ça. Parce que si on est dans l'action politique quotidienne en étant à l'Élysée, c'est difficile on prend des arbitrages sans arrêt alors que c'est au Premier ministre de les prendre. Et donc c'est difficile de rester au-dessus de la mêlée et de dire moi je représente et je fais en sorte d'agir pour tous les Français. Notre système tel qu'il existe aujourd'hui est un peu à bout de souffle? Je pense que entre le quinquennat... Mais moi j'ai changé d'avis sur le quinquennat par exemple. Moi je trouvais que c'était une bonne idée, qu'il fallait moderniser, etc., etc. Ouais. Mais on a vu que l'accélération de la vie politique, ça a mis les présidents successifs, Sarkozy, Hollande et Macron, quasiment l'omniprésident, etc. Dans l'action quotidienne. Ouais. Alors que la Constitution de 58 voulue par le général de Gaulle, c'est vraiment l'article 20 de la Constitution, c'est le gouvernement qui détermine et qui conduit la politique de la nation. C'est un président qui est au-dessus de la mêlée, qui donne les grandes orientations, politique étrangère, défense, mais c'est le Premier ministre qui est à la tâche et qui prend les arbitrages. Aujourd'hui, là on est dans une situation particulière parce qu'il n'y a pas de majorité. Ouais. Mais normalement, c'est le Premier ministre qui fait les arbitrages. Que ferait De Gaulle aujourd'hui? Oh là, difficile. Oui. Mais à la lecture de ce que vous avez étudié, votre parcours et votre connaissance en fait du monde politique, et puis tout ce que vous avez pu lire pour Patrice Duhamel pour écrire ce livre, la photo sur De Gaulle. Il laisserait, je crois, le Premier ministre gouverner. Oui. Alors, De Gaulle, ce qui est très particulier, c'est que à chaque fois qu'il y avait une élection présidentielle ou législative, il disait si je perds, je m'en vais. Oui. Donc, s'il y avait eu une élection de cette nature, aussi, il serait sans doute parti. Ouais. Mais s'il y avait eu une situation un peu comme ça, très 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 particulière, très étrange, sans précédent comme celle qu'on vit actuellement, et qu'il était resté. Ouais. À mon avis, il serait parti. Mais s'il était resté, il aurait tout fait pour rester au-dessus de la mêlée. Ouais. Et puis faire en sorte que les Français se rassemblent. Mais c'est difficile de faire parler le général de Gaulle. Absolument, bien sûr. Et puis de comparer les époques. Hein. Mais merci. Vous savez, le problème de Mitterrand dans cette affaire,
c'est que il a voulu cacher la vérité. En 69, il a mal géré 68. Il avait voulu être candidat en pensant qu'il y aurait une présidentielle, etc. En 69, il fait un livre, et dans le livre, il écrit: rentré en France après son évasion, je devins résistant sans problème déchirant. Pas de Vichy n'existe pas. Bien sûr. Un mot sur Vichy. On essayait de tout effacer. Je pense que c'est pour ça qu'il a cherché à occulter cette période sans arrêt jusqu'au moment où, en 94, le livre sort. Et d'ailleurs, il y contribue au livre. Je pense qu'il avait besoin d'une forme de soulagement. C'est shakespearien. Fallait que, avant que ça sorte, son parcours, il voulait s'en expliquer. Merci. En tout cas, je vous conseille ce livre. Donc, Patrice Duhamel, la photo, Pétain, Mitterrand, l'histoire secrète du document qui aurait pu totalement bouleversé donc la Ve République, mais vous l'avez entendu, cette arme fatale en politique qui était cette photo n'a pas été utilisée ni par De Gaulle, ni Pompidou, ni Valéry Giscard d'Estaing. C'est à lire, je vous le conseille. Merci. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman.